C'est comme si vous passez vos examens, vous bossez vraiment, d'accord? Donc vous obtenez vos notes, hein, vous avez, je sais pas, 12, 14, 15 sur 20, hein, ou 17, peu importe. Et vous avez rien foutu, mais vous avez un accès dans l'ordinateur des notes, et vous arrivez et vous vous mettez 20 sur 20 à tous les coups. Voilà. Bonjour Monsieur Jovanovic. Bonjour. Bienvenue à Bruxelles et Merci à vous. vous êtes au salon du livre, de la foire du livre, non, c'est ça? À la foire du livre, hein. D'accord, et vous pouvez donner les dates et les heures pour, pour les auditeurs? Ben, en fonction du jour où vous allez le mettre en ligne, je pense qu'il n'y a que dimanche là pour le coup. Ouais, sûr. Hein, voilà. Donc dimanche à partir de 14 h ou de 13 h 30 on va dire. Je serai jusqu'à 19 h à la foire du livre, hein, donc à la rencontre des lecteurs belges d'ailleurs qui m'ont gâté comme vous l'avez vu. Hein, parce que les premiers lecteurs quasiment m'ont tous apporté un présent, c'est absolument adorable de leur part. Et donc je remercie, je remercie vraiment les lecteurs belges. En plus c'est ma première signature à Bruxelles, donc ça démarre très très fort. D'accord, et il y a aussi un petit passage à Rouen, donc si vous voulez faire... je sais pas si Ah ben, samedi je pars, voilà, samedi parce que c'est une signature qui était prévue depuis le mois d'octobre. Et donc je n'ai pas souhaité annuler la signature de Rouen, donc je vais respecter mes engagements, donc je vais y aller samedi. Je serai de retour samedi à Bruxelles. Et donc dimanche à Bruxelles. C'est ça, donc vous ne serez pas au salon du livre le samedi. D'accord. Voilà, mais j'y suis le vendredi et le dimanche. Donc vous êtes l'auteur de 666, de Blackmeisters et de 777, Notre-Dame de l'Apocalypse, Empire des Gentils, voilà tout ça. L'actualité de votre dernier livre 666 au Jardin des Livres, dont j'ai moi personnellement beaucoup apprécié, met l'accent sur l'importance de l'or dans le monde et dans les banques centrales, ou aussi en tant que monnaie lors des crises financières. Et, bah, vous savez, on le voit aujourd'hui, vous avez un très très bon article sur, notamment dans la presse russe et puis en même temps dans Zero Hedge, ça date de hier soir, sur l'explosion totale de la monnaie, le Hiverna. Ça tombe bien parce qu'on est en hiver, donc ça, hein, il y a le printemps qui arrive. Et donc la monnaie est en train de fondre. Donc la monnaie ukrainienne est en train d'exploser. Et bien entendu, qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe même en ce moment en Grèce? Tout le monde, surtout en Grèce d'ailleurs, tout le monde achète des pièces d'or. Tout le monde. Les Grecs, comme il n'y a plus de pièces grecques vraiment en circulation, ils ont tout racheté, les pièces d'argent également. Les Grecs se sont rabattus sur les pièces anglaises et françaises. C'est énorme. Parce qu'ils savent qu'à un moment donné ou un autre, leur truc va, leur négociation, là, puisqu'on est juste à côté de... Vous voyez, je ne sais pas si vous pourrez le montrer, mais on est en face de la fenêtre, là, on voit le Parlement européen, c'est drôle. l'ami de la bête, voilà, l'ami de la bête, hein, le dragon. Donc les Grecs sont en train d'acheter à fond tout ce qu'ils peuvent en pièces d'or, pièces d'argent. Et en Ukraine également. D'autant plus, si vous voulez, que la monnaie est en train de s'écrouler. Donc, bah, qu'est-ce qu'il leur reste? L'or et l'argent, point. C'est tout. C'est une protection contre l'inflation, c'est ça en fait. Bah, c'est-à-dire que, je veux dire, là, ils ont perdu, je sais plus, 40%, je crois, en l'espace. Enfin, je veux dire, la courbe, elle fait ça. Hein. Hein, ça part de là et ça va là. Donc, ça veut dire qu'en fait, la monnaie a perdu ça. Ouais, c'est le prix de l'or comment dire, en hiverna, je crois, en hiverna ukrainienne, qui a explosé. Mais c'est normal, l'or reste toujours le point fixe. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y en a pas. 4000 ans d'histoire vous prouvent. Les premières tablettes sumériennes, qu'est-ce que c'est? Toutes les tablettes sumériennes que vous avez dans les universités, dans les grandes universités d'assyriologie, mais surtout avant l'assyriologie, tout ce qui est sumérien, c'est Istanbul, Baltimore, hein, les grandes écoles de tout ce qui est études de l'écriture sumérienne, et bien entendu le Louvre. Hein, comment dire, le département du professeur Durand, j'ai eu l'occasion d'y travailler. Vous avez toutes les tablettes que vous avez là, ce sont des tablettes comptables. Hein, et ce sont des ventes à terme.
les ventes à terme de notre ami Blight Masters. Hein, voilà. Donc elle n'a rien inventé, bien entendu. Mais vous voyez que toujours on revient, c'est-à-dire derrière l'or, hein, c'est là où je voulais en venir, c'est que derrière l'or, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le blé, vous avez les vaches, les moutons, les cochons, le maïs, etc. Voilà. L'or n'est que quelque chose, si vous voulez, comment dire, qui permet aux agriculteurs de ne pas avoir, de ne plus aller au marché hein, avec tous leurs moutons, etc. Voilà, c'est tout. La monnaie papier ne vaut rien. Elle ne vaudra rien. L'euro ne vaudra rien. L'euro explosera à un moment donné un autre, et comme les États-Unis, le dollar américain, déjà, aujourd'hui, ne vaut plus que 4 centimes par rapport à sa date d'émission de 1913. Et c'est d'autant plus amusant, si vous voulez, que avec le chômage qui ne fait qu'augmenter dans tous les pays européens, on voit bien que... Vous savez, quand je suis arrivé à Bruxelles à midi, j'ai pris un taxi donc, pour aller à l'hôtel. Et c'est un chemin que j'ai déjà fait parce que je viens toujours ici. J'étais déjà présent à Bruxelles il y a 6 mois. En l'espace de 6 mois, hein, il y a eu doublement de panneaux à vendre, à louer, à vendre, à louer, à vendre, à louer. Je pense que vous êtes ici à Bruxelles, vous vous êtes rendu compte également. Mais alors là, c'est pire qu'à Paris, quoi. Et je discutais avec les chauffeurs de taxi qui me disaient que eux-mêmes, qui roulent tous les jours, donc ils ont quand même l'habitude, ils ont dit que là, franchement, ils ont franchi un nouveau cap dans tout ce qui est panneaux à louer, de boutiques, de commerces, de bureaux même. Hein, j'ai vu des immeubles entiers à louer dans les quartiers les plus chers de Bruxelles. Des immeubles, des immeubles entiers de 10 étages. Tout ça, si vous voulez, nous mène vers une sorte d'effondrement. D'ailleurs, vous savez, dans ma revue de presse de ce lundi, il y a un graphique que vous pouvez reprendre qui est très intéressant. C'est un papier qui s'appelle l'escroquerie de la Fed montrée par les index. Donc c'est un comparatif entre l'index Dow Jones, hein, comme vous le savez, qui bat tous les records bien entendu, et l'index du Baltic Dry. L'index du Baltic Dry, c'est le nombre de conteneurs, toutes les marchandises sèches, dans le langage maritime, hein, transportées sur tous les océans du monde. Donc c'est un index, si vous voulez, des échanges de marchandises, hein, tout simplement. Et bien, on voit bien que l'index du Baltic Dry, en 2008, il était, on va dire, à 12 000 points. Là, il est à 500, je sais pas, enfin, la dernière fois que j'ai regardé, il était à 513. 513 points contre 12 000. Or, Wall Street, l'index Dow Jones, non seulement a récupéré le niveau de 2008, mais les a dépassés. Donc vous voyez l'effet pervers de la monnaie de singe. Et c'est ce que je dis dans l'article, montrez-le parce que c'est vachement important. Vous pouvez bidonner avec la monnaie de singe, vous pouvez acheter toutes les actions que vous voulez, tous les bons du trésor, toutes les obligations. Vous pouvez faire monter artificiellement les bourses hein, du CAC 40, toutes les places financières de la planète. En revanche, les marchandises réelles, hein, vous ne pouvez pas acheter, inventer des faux cargos avec des faux conteneurs pour faire remonter le vrai index du Baltic Dry. On voit bien la différence, la courbe de Dow Jones est en haut, la courbe du Baltic Dry est en bas. Ça vous montre l'escroquerie, je veux dire, c'est marrant parce que personne n'a pensé à le prouver, à comparer les deux index. Hein, c'est ce que j'ai dit à la radio hier. Et c'est très intéressant, c'est tellement parlant que, waouh, on se dit, mais... Là, vous voyez toutes ces planches à billets en action, quoi. Vous voyez que ça ne correspond à aucune réalité. C'est juste pour faire croire que... Et justement, il y a des pays, on va essayer d'y aller par bloc. Est-ce que vous voyez des pays qui se préparent dans l'Europe justement à cette crise, ou que ce soit dans les banques centrales au niveau qui achètent de l'or, ou alors les particuliers, vous avez parlé de la Grèce, où justement les particuliers achètent de l'or, mais qu'en est-il par exemple je sais pas, de la banque grecque, est-ce qu'elle achète de l'or ou est-ce qu'elle en vend justement? La banque centrale, non. Attendez, n'oubliez pas, les banques centrales grecques, si vous voulez, obéissent aux politiques, hein, déjà. Donc les Grecs étant dans l'Europe, ils ne vont pas acheter de l'or, hein, par définition, parce que les Américains l'interdisent, vous l'avez vu dans le 666. Hein, voilà. En revanche, la banque centrale russe, la banque centrale chinoise, on achète à tire-larigot, sans parler des Indiens, hein, de la banque centrale hindoue, hein, on va dire ça. Mais alors justement, ils en vendent, les banques centrales françaises, européennes en vendent justement, ou elles ne bougent pas au niveau... Vous ne pouvez, non, elles n'y touchent plus, parce qu'elles savent que maintenant c'est devenu un sujet très sensible. Le public
est quand même devenu sensible à ça. Vous avez vu que les Belges ont demandé à un moment donné le rapatriement de leur or, et puis une semaine après, oh bah non, finalement, on va le laisser là où il est. Exactement comme les Allemands, hein. Vous voyez que là aussi, vous avez vu la CIA à l'œuvre. Pourquoi les Belges ne peuvent pas récupérer l'or, qu'on m'explique? En quoi seraient-ils plus en sécurité à Londres qu'ici à la Banque Centrale Belgique? Je veux dire, on risque pas une... les Russes ne vont pas nous envahir, quoique avec l'Ukraine, ce serait fort possible, étant donné que les Américains veulent une guerre pour justement masquer éventuellement la faillite de Wall Street. Hein, je reviens toujours à ça. Mais ça, c'est quelque chose que je dis depuis, je précise bien, depuis 2008. Parce que les Américains, si vous voulez, étant... je crois qu'ils sont à 18 000 milliards, donc 18 trilliards. On ne se rend même pas compte de ce que ça veut dire en fait. Hein. Voilà, on compte plus les zéros. Mais et en fait, ils creusent leur tombe encore plus profond. Parce que vous avez vu que tous les 6 mois, tous les 8 mois, le Sénat est obligé de se réunir pour voter une nouvelle autorisation de dépassement ou de creusement, si ce mot existe, plus profond de leur tombe. Hein. Sinon, ils sont obligés d'arrêter de payer tous les fonctionnaires, etc. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent la planche à billets. C'est un système qui est destiné mécaniquement à la mort absolue. Aucune monnaie papier n'a jamais réussi. Jamais. Nada. Et du coup, dans les pays qui sont, on va dire de manière générale, moins sous l'influence, voire contre l'influence... la Banque centrale russe, la Banque centrale russe achète de l'or en permanence. Je pense même que dans la grande tradition des Russes, qui ont une tradition du secret qui date, comme vous le savez, de l'ère l'ère Brejnev, l'ère communiste, l'ère du KGB omnipuissant, donc l'ère du secret. Hein. Tout était secret, vous ne pouvez même pas prendre une photo dans une gare, c'était considéré comme secret à une certaine époque. Les Russes achètent de l'or en permanence, surtout en ce moment, parce qu'ils se débarrassent de leurs obligations qu'ils ont vous savez, de leur bon du Trésor américain. Vous savez que tous les ambassadeurs américains en poste dans le monde, leur rôle primordial, c'est de convaincre le pays dans lequel ils se trouvent d'acheter du bon du Trésor américain, qu'ils ne pourront pas rembourser. Mais ceci ne nous regarde pas. Hein? Et pour la banque chinoise? Donc les Russes s'en débarrassent, avec le dollar, ils s'en débarrassent, ils achètent de l'or tout de suite derrière. Les Chinois font exactement la même chose. Les Indiens, les Brésiliens sont en train de les suivre. Hein, ils ont créé un nouveau système interbancaire, un SWIFT bis, hein, pour ne plus être l'esclave du SWIFT américain, hein, qui a son siège ici d'ailleurs. Hein. Enfin, peut-être pas à Bruxelles, je ne sais plus dans quelle ville il se trouve, qu'on me le pardonne. SWIFT est comment dire, le nerf de la guerre bancaire. Hein, toutes les institutions bancaires, tous les virements que vous faites dans le monde entier, etc., passent par SWIFT. Et comme vous le savez, David Cameron, il y a à peu près 3 mois, a demandé à ce que la Russie soit exclue de SWIFT. Exactement comme le Vatican a été exclu de SWIFT, avant la démission de Benoît XVI, hein, et de la même façon que l'Iran a été exclu de SWIFT. Donc on voit bien qu'il prépare la guerre. Cameron n'est que le porte-parole de la vraie nature des Américains. De ce que veulent les Américains, pardon. Et du coup, pour les pays qui ont subi une crise monétaire, on va dire, relativement récente, comme par exemple l'Argentine, le Venezuela et la Turquie... Le Venezuela, en ce moment, c'est absolument dramatique. À la mort de Chavez, les Américains n'attendaient que la mort de Chavez pour lancer un immense programme de déstabilisation. Il y a plusieurs agents américains qui ont été expulsés du pays, mais bon, ça n'a pas suffi, parce qu'avec la planche à billets, comme vous le savez, vous pouvez corrompre tout le monde. Et c'est la grande spécialité des Américains, corrompre tout le monde. Hier, j'ai vu une interview d'un ancien agent de la CIA qui avait infiltré, je ne sais plus la CIA lui avait proposé immédiatement 250 000 $, juste pour qu'il les tienne informés. 250 000 $ pour 3 coups de fil. Vous voyez, la planche à billets, ça a du bon, quoi. Non, je pense pas que les services belges avec leur euro peuvent en faire autant. Déjà qu'ils ne payent pas les écoutes téléphoniques. Et ensuite, vous avez parlé un petit peu. Est-ce que Tsipras est un espoir pour la Grèce? Non, Tsipras n'est pas un espoir pour la Grèce. Tsipras a été élu de la même façon que Hollande a été élu en France.
Les Grecs n'avaient pas le choix, ils ne pouvaient plus voter pour Aube dorée. Malgré ça, ils l'ont fait. C'est quelque chose que j'en ai souvent parlé. J'ai même fait une vidéo il y a 2 ans là-dessus, hein, quand j'avais assisté à l'arrestation justement de Michailolakis. Tsipras va trahir le peuple grec. Il va trahir. D'ailleurs, il l'a déjà fait. Hein. Ils se sont assis sur toutes leurs promesses électorales. Hein. Ils ont dit « Élisez-nous, dès qu'on sera au pouvoir, on va à Bruxelles et on arrête tout de suite le plan d'austérité. » Là, ils viennent se taper de s'en reprendre pour 4 mois. Hein, puisqu'ils se sont couchés là à Bruxelles. Hein, Varoufakis et compagnie, y compris Tsipras, ils se sont fait goudron et des plumes. Des goudrons et des plumes. Et de l'huile d'olive. Non mais c'est vrai, ils sont repartis avec de l'huile d'olive, du goudron et des plumes. Hein, non mais c'est très très grave parce que le peuple grec va là pour le coup, il risque vraiment la révolution. D'ailleurs, je lisais un article ce matin dans, je ne sais plus, je crois que c'est dans Economist, on le montrera à l'écran, il est là, je l'ai mis de côté, qui disent que là, on risque un danger, non, je l'ai plié, il y a un danger de révolution, vraiment de colère, parce que Tsipras a promis autre chose, Syriza a promis autre chose. Ils ont promis également tous les soins gratuits pour tous les Grecs. Ça, et ensuite ils ont promis aussi, écoutez bien, ils ont promis, parce que ça c'est l'extrême gauche sur la Mélenchon, vous voyez, tous les travailleurs immigrés sont immédiatement intégrés, on leur donne tous les papiers, soins gratuits. Donc vous voyez, c'est à boire et à manger gratuitement pour tout le monde. Sauf que les soins médicaux, comme tout le monde le sait, ça a un prix, et puis c'est pas un restaurant, hein, quand vous faites des soins cancer, machin, etc., c'est du lourd de chez lourd. Hein. Donc, s'il ne respecte pas cette promesse-là, et je ne vois pas très bien comment il va pouvoir la respecter, entre nous soit dit, parce que ici, ils ont dit à Tsipras, bon c'est simple, maintenant si vous pouvez nous réclamer ce que vous voulez, vous avez beau vous faire toutes les promesses pour vous faire élire, vous n'aurez rien de nous, et résultat des courses, je dis voilà, si vous n'êtes pas d'accord, on ne vous donne pas. Je sais combien je crois que c'est vendredi là, c'est ce vendredi-là qu'ils doivent leur donner, je ne sais plus combien de milliards pour qu'ils puissent faire le pont hein, au niveau du système bancaire grec. S'ils ne leur donnent pas, si l'Europe ne leur donne pas, les banques s'arrêtent. Il y a un bank run, il y a une ruée sur les banques. Et du jour au lendemain, les distributeurs vont s'arrêter. C'est ça. Et les Européens les ont eus sur le chantage aux distributeurs. Quand on vous parle de la Grèce, vous voyez, quand on vous parle de négociations avec la Grèce, en fait, vous devez avoir en tête un distributeur de billets de banque. C'est-à-dire que les Grecs vont aller avec leurs cartes, machin, et c'est fini, il n'y a plus. Nada. Comme à Chypre. Chypre, c'est la Grèce, hein. Ne l'oubliez jamais. Ils ont fait leur test, hein. On a vu ce que ça donnait. Hein, voilà. Il y a eu, concernant Tsipras, avant les négociations de Syriza avec l'Union européenne, ils ont déjà montré des premiers signes inquiétants où ils ont dû faire le tour des think tanks américains et de la City pour un peu les rassurer. Oui, bien sûr, mais ça, ils n'ont rassuré personne. Ils n'ont rassuré personne. Mais attendez, ne vous inquiétez pas, déjà à l'époque, quand j'étais en Grèce, Tsipras faisait ses allers-retours à Berlin. Donc voilà, c'est pas nouveau. Tout le monde savait qu'il allait être élu, d'autant plus qu'avec l'arrestation, si Tsipras n'avait pas été, si Michailoliakos n'avait pas été arrêté d'une manière tout à fait illégale, avec des fausses accusations, des fausses preuves, ils se sont assis sur tous les trucs parce que ça avait été promis. Hein, comment dire, le Premier ministre grec à l'époque l'avait promis lors d'un congrès. D'ailleurs, il avait dit lors d'un congrès, alors je ne sais plus si c'est les financiers juifs ou à New York, il a dit demain je vous apporte la tête de Michailolakos. Et la police n'était pas encore arrivée chez lui. Oui. C'est quand même consternant. Enfin bref, indépendamment de ça, et donc le lendemain de son arrestation, n'oubliez jamais, je ne sais plus quelle banque israélienne était venue au secours ou avait pris des parts dans une banque d'Athènes, dans une grosse banque grecque.
Oui, pour la sauver en fait, hein, en vérité. Hein, voilà. Donc vous voyez que tout est lié, mais que derrière tout ça, il y a surtout la volonté absolue de détruire les Grecs, qui est le peuple qui a encore la plus grande foi chrétienne, j'entends en termes de prière chrétienne, etc., autant que les Portugais. Et les Portugais, les deux, vous remarquerez, sont littéralement dans la même situation. Sauf qu'au Portugal, ça s'est passé en douceur. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi les Portugais non plus se sont pas... parce que question endettement, etc. Hein, mais tout ça, ça rejoint les Pigs. Hein. Les Pigs sont que des pays catholiques hein, ou orthodoxes, n'oubliez jamais. Le seul pays que les Américains ont bombardé en Europe au cours de ces 10 dernières années, je vous rappelle, c'est la Serbie. Hein, c'est un autre pays orthodoxe. Serbie et la Grèce sont extraordinairement liés. Le peuple grec a défilé pour protester contre les bombardements américains sur Belgrade. C'est le seul peuple qui a défilé à la défense des Serbes, bombardés par les Américains. Vous devez le savoir. Donc maintenant, vous comprenez à la lueur de ça que c'est seulement les pays catholiques et orthodoxes qui sont attaqués. Derrière tout ça, vous avez ça. Ça rejoint 777. C'est pas nouveau. D'accord. Et du coup, pour une autre question, c'est le Q européen. Qui commence demain, après-demain. Après-demain ça tombe bien, voilà. Rappel, hein, un autre gros plan de la fenêtre. Non, mais en plus, c'est marrant parce que c'est des photos qui n'ont jamais été vues nulle part, vous voyez, des photos prises ici. C'est assez marrant. La chambre, on vous l'a donnée exprès ou pas? Non. Pour l'occasion. Non, j'ai hérité de ça, parce que je suis arrivé plus tôt que les autres, tout simplement. On mettra de manière les images aux Non, mais c'est drôle. Non, mais il faut filmer, c'est marrant. Ouais, ça, avec un zoom, ça peut être marrant. Ouais, pardonnez-moi, c'est quoi la question? Non, il n'y a pas de problème. C'est du coup un petit rappel, hein, 60 milliards d'euros par mois. Alors, est-ce que vous non. pouvez nous... Oui, 1000 milliards. 60 milliards d'euros par mois. Donc, 1000 milliards, 1 trilliard. ouais. Et les banques, tout de suite, la Société Générale est à une autre, je ne sais plus laquelle, je crois que c'était une banque, je crois que c'est une banque anglaise, qui est arrivée en disant, mais en fait tout ça, ça ne suffira pas. 1000 milliards, il nous faut 3000 milliards. Il leur faut 3000 milliards. Voilà. 3000 milliards de planches à billets. 3000 milliards de tricherie. Les Allemands sont fous de rage, je vous le rappelle. C'est comme si vous passez vos examens, vous bossez vraiment, d'accord? Donc vous obtenez vos notes, hein, vous avez, je sais pas, 12, 14, 15 sur 20, hein, ou 17, peu importe. Et vous avez rien foutu, mais vous avez un accès dans l'ordinateur des notes, et vous arrivez et vous mettez 20 sur 20 à tous les coups. Voilà. Vous voyez qu'il y a un banque. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez bossé, vous serez médecin ou kiné, etc. Vous saurez vraiment soigner les patients. Vous avez rien foutu, mais vous avez toujours triché sur vos notes, et donc vous avez obtenu vos notes, mais vous n'y connaissez rien. Et à un moment donné, un autre, il y aura un accident phénoménal, vous allez tuer quelqu'un en donnant des mauvaises pilules ou une mauvaise piqûre ou je ne sais quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Transposer, c'est exactement la même chose. Les Allemands ont toujours dit, la planche à billets, c'est un truc pour comment dire, pour les paresseux et les feignants. Vous savez, genre République bananière, hein, ou les anciens pays africains, vous voyez, ou même Weimar. Les Allemands sont bien placés pour savoir de quoi ils parlent. Concernant par exemple les Allemands, ils ont quand même laissé faire Attendez. que le quantitativisme. Dans mon livre 666, vous avez un document très précis venant des services spéciaux allemands, hein, qui a posé un grave problème d'ailleurs de publication en Allemagne. Hein, si vous avez lu, vous le savez. C'est la mise en esclavage de l'Allemagne officiellement par rapport aux Américains jusqu'en 2099. Voilà. Donc au final, les Allemands feront toujours ce que les Américains demanderont à cause de ce document que vous avez dans le livre. On sait bien de toute façon les Américains, lorsqu'ils veulent négocier avec l'Union Européenne, c'est plus particulièrement... Mais ils négocient rien du tout, c'est des semblants de négociations. Moi j'ai des amis qui travaillent là, vous savez que j'ai interviewé Nigel Farage à plusieurs reprises, il n'y a pas que lui, tous me disent qu'en fait on leur fait faire des signatures, mais en fait déjà derrière tout est
Tout est décidé d'avance. Tout est décidé d'avance. Tout est rédigé dans un anglais extrêmement technique, juridique. La plupart des mecs ne parlent même pas anglais, ils ont besoin de traducteurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils comprennent? On leur donne ça de dossier en anglais à lire pour demain. Parce que c'est toujours c'est toujours avec genre 48 heures, 72 heures. Il n'y a que les textes qui ils s'en foutent, quoi, genre culture, machin. Là, ils leur donnent. Mais les vrais trucs urgents, machin, les trucs stratégiques, c'est comme aux États-Unis. Ce que vous avez ici, c'est une réplique de Washington, hein, en prévision du TAFTA. Hein, voilà. On file 500 millions de consommateurs aux multinationales américaines. Et du coup, j'avais l'impression que le QE aussi, il a servi un peu de... Mais le QI, pour finir là-dessus, moi j'aime pas le terme QI parce que les gens ne comprennent planche pas. à billets. Planche à billets, photocopieuse, assignat, PQ. Monsieur l'anglais n'apprécierait pas. Par exemple, Pardon? L'anglais n'apprécierait pas si jamais... J'emmerde l'anglais. C'est un enfoiré de première. Vous le savez très bien, il a osé dire devant des millions de Français que les Américains ne font pas de planche à billets. Ce mec est purement incompétent et bien entendu, il officie sur RTL et sur France 2 à expliquer l'économie aux Français. Ça vous montre bien à quel point on prend les Français pour des cons. Hein, et j'imagine qu'en Belgique, vous avez les mêmes. Ouais. Et du coup, pour en venir à ma question, c'est que j'ai l'impression que ça a servi d'anesthésiant pour les marchés. C'est-à-dire que... Bien sûr. Avant, quand Syriza faisait une... Attends, les Américains, c'est ce qu'ils ont fait, ça a servi d'anesthésiant. Comment vous croyez que l'index de Dow Jones a battu tous ses records, le Standard & Poor's a battu tous ses records? C'est pas de l'anesthésiant, c'est de la dope. Voilà, ouais. C'est de la dope, mais vous savez, les chutes est d'autant plus dures. Hein, quand vous prenez de l'opium, hein, c'est d'autant plus drôle, puisqu'on parle d'opium, puisque la HSBC a fait sa fortune, hein, sur le trafic d'opium. Ne l'oubliez jamais, c'est historique. Relisez le livre d'Antal Fekete, Le Retour au Standard, il explique très bien, il n'y a pas que lui. Les Anglais ont rendu les Chinois fous d'opium parce qu'ils avaient un déficit commercial tel avec la Chine que les Anglais estimaient que si ça continuait comme ça, toutes les richesses anglaises allaient repartir en Chine. Donc, ils leur ont filé des tonnes et des tonnes d'opium, ils ont ouvert des fumeries d'opium, et puis une fois qu'ils étaient tous accros, bam, le prix est devenu hyper cher, et c'est la banque HSBC qui était, on va dire, au cœur du truc, quoi. Elle a fait son beurre là-dessus. Mais la banque HSBC, historiquement, même, je me souviens en 2008-2009, justement, il y avait un grand policier, ici, à Bruxelles, justement, à la Commission européenne, qui déjà dénonçait, qui disait que la banque, je crois que c'est HSBC et une autre, qui ont été sauvées de la faillite immédiate, justement par l'argent des cartels. Parce qu'on parle de ça. Et donc, toute personne qui est, je referme un tiroir, toute personne qui est droguée, la descente est d'autant plus dure. Ça, c'est connu. Hein. Surtout dans le monde médical dans lequel vous êtes. Et du coup, vous avez parlé aussi de TAFTA. Et j'ai trouvé un petit article dans Le Figaro où Merkel a ouvert la porte, on va dire cette fois par les voies officielles, à Obama pour signer le TAFTA. Donc, ça semble jouer selon vous ou... Écoutez, c'est en accord. Mais non. Mais vous plaisantez. Mais vous rigolez ou quoi? Est-ce que... attendez, les Français ont voté non à l'Europe. Qu'a fait Sarkozy? Il les a entubés. Il est passé outre. Le peuple grec a voté. Ça vient de se passer. Il y a quoi? Il y a un mois et demi. Ils ont voté contre l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Des goudrons et des plumes et de l'huile d'olive. Le mec, il est reparti en caleçon. Ils en ont rien à foutre de la démocratie. Ce qui les intéresse, si vous voulez, c'est de mettre les peuples en esclavage. Grèce, Portugal et la France, au bout du compte, la France et la Belgique. Mais vous êtes déjà en esclavage. Hein. Et du coup, j'ai vu aussi un petit article, un petit bout dans votre revue de presse, c'est sur la privatisation de la France et par extension l'Europe. Donc après les matériels militaires loués et la vente d'Areva, les députés français ont adopté l'article 49 sur la privatisation des sociétés de gestion
des aéroports de Nice et de Lyon. Cet article autorise le transfert au secteur privé de la majorité du capital. On vend la France en petits morceaux. Non mais attendez. Là, ce qui se passe en France, mais attendez, vous aussi, vous l'aurez en Belgique, hein, si ce n'est déjà fait. La Grèce a commencé à vendre ses aéroports en 2008, d'accord, avec la crise, d'accord. Aujourd'hui, ça se passe en France. Vous voyez que c'est en toute discrétion. Le peuple n'a pas été consulté sur la vente des aéroports, pas plus qu'elle n'a été consultée sur la vente par M. Dominique de Villepin des autoroutes. C'est la même chose. Pourtant, c'est le peuple français qui a payé pour ça. Ça appartient au peuple français. Tous les péages qui doivent être payés doivent aller dans le compte commun du peuple français. Et non, ça a été vendu, maintenant ça engraisse des boîtes d'autoroutes, dont d'ailleurs on ne connaît quasiment très rarement les actionnaires. Rappelez-vous, avec l'histoire des écotaxes, on a découvert que c'était par une série de filiales, c'est Goldman Sachs qui était en bout. Comme par hasard. Tiens, donc. Comme par hasard. Et du coup, il y a aussi, je pense que vous l'avez déjà commenté, mais j'aimerais bien votre avis, concernant la chute du prix du baril du pétrole depuis quelques mois. Cette baisse, selon vous, est-elle voulue pour des raisons géopolitiques, ou est-ce que c'est une baisse de la demande au niveau mondial, ou alors un simple calcul commerçant de la part des Saoudiens? Non, il y a les trois en même temps. C'est les trois en même temps, c'est-à-dire que là, à un moment donné, ils ne pouvaient plus. Ils ne pouvaient plus tenir, donc donc là, les Saoudiens, en fait, ils en ont profité parce qu'ils ont décidé de donner une leçon aux Américains déjà. Parce que vous savez que les Américains ont quand même augmenté de manière significative leur production de pétrole et en même temps d'énergie. En même temps, aux États-Unis, comme d'ailleurs en Europe, vous avez une baisse colossale de consommation de pétrole due à la crise. Hein, ça, c'est quelque chose que vous pouvez vérifier. J'en ai parlé justement dans la revue de presse, je ne sais plus si c'est lundi dernier ou celui d'avant. Hein, c'est-à-dire que vous avez 4 chiffres que vous ne pouvez pas, sur lesquels aucun gouvernement ne peut truander, qui ne peut pas truander. Vous avez le Baltic Dry, donc c'est l'index des marchandises transportées sur toutes les mers, hein, sur les océans de la planète, première chose. Ensuite, vous avez la vente des pneus, hein, parce que qui dit transport de marchandises, déplacement des populations pour aller bosser, etc. Un chômeur ne prend pas sa voiture autant que quelqu'un qui bosse, hein, par définition. Donc c'est l'usage des pneus, hein, qui est le reflet immédiat, si vous voulez, de la santé d'une économie. Nombre de pneus neufs achetés, etc., ça vous donne l'indication parfaite de la santé. Hein, voilà, ça c'est numéro 2. Numéro 3, transport ferroviaire. Hein, le transport ferroviaire en France, moins 30. Et ensuite, vous en avez un quatrième, et je ne sais plus ce que c'est, ça va me revenir. Oui, tout ce qui est vente de... vous savez, enfin, en tout cas, quand j'étais môme, j'avais un camion, là, vous savez, les gros camions Caterpillar, là. Vous savez, les gros camions Caterpillar à côté desquels une voiture ressemble à une allumette, quoi, quasiment. Hein, c'est des trucs, vous savez, pour les chantiers gigantesques de barrages, de construction d'immeubles, enfin bon, voilà. Et eux, Caterpillar, ils n'arrivent pas à s'en remettre, hein, depuis 2008. Impossible. Ils avaient réussi avec la planche à billets à sauver les meubles en 2011, mais après, vous avez un autre article que vous pourrez montrer d'ailleurs, parce que ça date de cette semaine. Voilà, tous ces index-là, vous ne pouvez pas les bidonner. Vous en avez encore d'autres. Hein, et en fait, c'est la nature même, si vous voulez, des prévisionnistes, des économistes prévisionnistes. C'est eux prennent tous ces chiffres-là, parce que eux savent que les chiffres de chômage, vous ne pouvez pas compter dessus, sont bidonnés, et plus encore le chiffre de l'inflation, qui est encore plus bidonné. Voilà. Et cela, si vous voulez, ça vous donne vraiment le polaroid exact de l'état d'une société. Et en l'occurrence, si vous mettez tout ça ensemble, vous avez vu que les Saoudiens, effectivement, comme tout, le Venezuela est au bord du dépôt de bilan, l'Angola est au bord du dépôt de bilan, le Nigérien est au bord du dépôt aujourd'hui, hein, à cause de l'effondrement du prix du pétrole. Mais ça, c'était voulu à la base pour affaiblir Poutine. Il faut affaiblir Poutine. Non, parce que pour ce qui est de l'industrie du pétrole aux États-Unis. Bien sûr.
Dans ma C'est un liste de peu licenciements, vous l'avez vu, toutes les boîtes, c'est à coût de 3 000, 4 000, 8 000, etc. Quand Halliburton, c'est vraiment le grand allié de la Maison Blanche. Hein. Halliburton, c'est tous les coups tordus dans le pétrole, les gens passent, c'est des meilleurs. Je crois que c'était 6 000 personnes, ils ont licencié. Mais quand vous faites une guerre stratégique, il y a forcément des dégâts chez vous. Hein. Même si vous en tuez, je sais pas, 10 000 en face, il y en a 3 000, 4 000 chez vous qui vont mourir. Là, c'est vraiment une question de... Pour les Américains, c'est une question de survie. Et pour les Saoudiens, c'est très important de pouvoir, comment dire, montrer qui est le producteur. Et c'est pas parce que les Américains commencent à prendre de l'indépendance énergétique que les Saoudiens... vous savez, tout le monde voit midi à sa porte, là. Hein. Et donc là, ça a été une sorte d'apothéose, quoi. Et vous pensez qui va tomber en premier, Vous pensez que les États-Unis... Je sais pas, là pour le coup, je suis pas... Là, franchement, en plus, c'est vraiment pas ma spécialité. Hein. Vous le savez bien. En revanche, Ouais. ma spécialité, c'est plutôt les banques. De ce que j'ai vu, si vous voulez, c'est que les banques, des banques russes sont en train de tomber, de la même façon que des banques nigériennes, aujourd'hui, sont au bord du dépôt de bilan. L'Angola, c'est une cata. Et le Venezuela, on s'attend à chaque heure qui passe qu'il se déclare officiellement en faillite. Et d'ailleurs, je vous signale que tout l'or que Chavez avait récupéré de la, je ne sais plus si c'était Londres ou de la Fed, qu'il avait ramené dans sa banque centrale, dans une grande parade. Hein, vous trouverez des photos, hein, vous verrez. Il y avait un défilé avec des motards, etc. Puis le peuple, le long des routes, en train d'applaudir le retour de l'or du peuple, hein, justement. Eh bien, Goldman Sachs, le Venezuela avait besoin de je ne sais plus combien de centaines de millions de dollars ou $1 milliard. Et Goldman Sachs a immédiatement demandé l'or du Venezuela en garantie. Donc l'or, c'est rebarré. Et voilà comment on récupère l'or. Vous voyez? Très belle opération. La Chine maintenant. Donc, quelle est votre analyse, hein? On voit qu'il y a un essoufflement de la production industrielle et puis une baisse de la consommation des ménages. Oui. C'est pas... crise des subprimes dans l'immobilier, non? Oui, mais bon, c'était normal quand vous pensez que les loyers en Chine, du côté de Pékin, je veux dire, c'était quasiment aussi cher qu'à Paris. C'est clairement qu'ils étaient dans une bulle immobilière absolument délirante, quoi. Donc c'était évident que ça allait retomber. Je veux dire, ça fait 4 ans qu'on sait. C'est pas spécialement nouveau. Cela dit, le reste du monde aura toujours besoin des produits chinois à bas prix. Donc ils auront peut-être une crise, mais bon, ça sera pas la crise à l'américaine. Hein. J'ai quand même un petit chiffre que j'ai trouvé sur les éconoclastes de la marche. C'est que l'endettement de la Chine est allé 3,4 fois plus rapidement que celui de son PIB. Pour comparaison, les États-Unis en 2008, c'était 2,7 fois plus rapidement que leur PIB. Donc, oui, mais enfin bon, les Chinois ont quand même... Vous avez aucune idée du nombre de gens qui ouvrent des entreprises en Chine et toutes les boîtes européennes, américaines, qui ouvrent. Donc toutes ces boîtes, elles empruntent, machin, etc. Vous voyez, ça aide. Vous aurez toujours ça. Ça changera quoi? Rien. Vous voyez la Chine comme peut-être le prochain pays pour accueillir la bête ou... Non. Pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que la Chine comme l'Inde ont une culture profonde ancrée sur les métaux, sur l'or et l'argent. Alors eux, ça fait partie de, je veux dire, une femme indienne qui n'a pas ses lingots d'or, comme dirait Séguéla, elle a raté sa vie, quoi. Non mais c'est vrai, hein. Non mais du plus pauvre au plus riche, hein. Bon, je parle pas bien entendu des démunis, hein, ça va de soi comme partout, parce que toujours les télévisions françaises, elles vous montrent toujours les pauvres vivants indiens vivant au bord des... Mais c'est pas ça l'Inde aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et les Indiens sont hyper accros à l'or. Je veux dire, il n'y a pas un mariage sans lequel les mariés ne soient pas recouverts de centaines de pièces d'or et d'argent, si ce n'est des milliers, de toute la famille, hein, de l'entourage, etc. C'est quelque chose qui est ancré dans leur psyché. En Chine également, l'or et l'argent sont vraiment, c'est la clé pour eux. Et sinon, sur l'affaire Charlie Hebdo et donc Daesh, vous avez parlé là par exemple d'une guerre en Ukraine qui pourrait, et avec la Russie, qui pourrait permettre d'éviter la faillite ou de masquer la faillite. Masquer la faillite, oui. Ouais. Non, elle ne s'évitera pas, mais c'est la faillite. C'est pour masquer la faillite.
Donc une guerre justement au Moyen-Orient, est-ce que pareil, est-ce que ça pourrait servir à masquer Non, Moyen-Orient, non. Enfin, je veux dire, je veux pas le rapport avec Charlie Hebdo. C'est plus, je vous ai dit, c'est plus avec l'Ukraine. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, toutes les tensions sont en Ukraine. Hier, j'ai vu ça dans le Financial Times ou dans le Telegraph. J'ai vu qu'il y avait à peu près une vingtaine de conseillers militaires anglais venaient de se déployer pour conseiller l'armée ukrainienne. Ça pue, là. Ça pue. Et puis en plus, Cameron veut faire la guerre. Lui, il est partant pour la guerre contre les Russes. Il n'y a pas photo. Vous savez, quand il a dit qu'il fallait décrocher, sortir la Russie de SWIFT, c'est comme si vous êtes interdit de checker. Ça revient, si vous voulez, à interdire de checker quelqu'un, mais ça va beaucoup plus loin, à empêcher à ce qu'il puisse recevoir toute forme de virement. À l'empêcher même s'il a de l'argent, de pouvoir payer, ou si on lui doit quelque chose, à ce qu'il ne l'ait pas. Ce début du XXIe siècle est quelque chose de tout fondamentalement nouveau, qui inaugure la guerre financière. Ils ont commencé ça avec l'Iran et le Vatican. Et là, ils le testent à grande échelle avec Chypre, la Grèce, etc. Et surtout la Russie. Ça va être impressionnant à observer. Ceux qui peuvent gagner, non Qui arriver au moins à abattre la Russie ou à les mettre en faillite. Non. Les bases semblent trop solides, non attendez, l'endettement de la Russie. Attendez, l'endettement de la Russie sur le PIB, il est de 8%. L'endettement des États-Unis est de plus de 100%, on va dire ça. Et les agences de notation, Moody's, Standard & Poor's, vous disent que c'est la Russie qui doit être, qui est au niveau, qui est notée au niveau des obligations pourries. Mais attends, il y a un problème, la merde. Il y a un sérieux problème. Donc vous voyez bien que les médias, que les agences de notation travaillent pour le compte du gouvernement américain. Enfin, c'est une évidence, c'est mathématique. Vous avez un pays qui est endetté à 8% du PIB, l'autre qui est à 100%. Et on nous explique que c'est le dollar qui est la monnaie la plus forte, pas le rouble. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Moi je veux bien, pas de problème. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les Américains? La première chose qu'ils ont faite, c'est voler. Vous avez l'épisode, je le raconte dans le livre. Bien avant que ça sorte d'ailleurs, dans la presse, comment l'or de la Banque centrale ukrainienne a été volé par une équipe de la CIA. C'est toujours ça qu'ils veulent au final, n'inquiétez pas. C'est toujours choper l'or des pays. Concernant la fraude bancaire à HSBC, oui. Est-ce que vous aussi vous rêvez d'une banque? On pourrait rêver d'une... Non, moi j'ai jamais rêvé d'une banque. Moi je rêve d'une banque, absolument. Je rêve d'une banque qui soit exactement comme était le système bancaire sous De Gaulle. C'est-à-dire jusqu'à la... je vous rappelle que toutes les banques, BNP, Société Générale, etc., enfin, tout ça, c'était des banques nationalisées. Elles travaillaient pour le bien du peuple, point barre, ni plus, ni moins. Les banquiers à l'époque n'étaient pas payés des millions de dollars, ils étaient payés un peu plus qu'un instituteur. À l'époque, un instituteur, ça avait plus de valeur qu'un banquier, je le rappelle aussi quand même, c'est important, ou qu'un prof. On salue tous les enseignants. Mais maintenant, vous avez tous ces putains de banquiers qui sont rien de plus que des tiques, que des vampires, des cafards qui se nourrissent sur le travail des gens. C'est tout ce qu'ils font, rien de plus. Et en plus, ils ont triché, ils ont perdu. Ils vous ont pris non seulement votre argent, mais en plus, ils l'ont perdu. Je donne le cas dans le livre Blight Masters, vous avez le cas de la JP Morgan, justement, mais il y en a eu d'autres, où un client avait, à Londres, je crois qu'il avait un compte courant sur lequel il y avait 50 000 livres, on va dire 50 000 euros pour simplifier les choses. Et son banquier a pris les 40 000 euros qu'il a placés en bourse, d'accord, sans même avertir le client. Il y a eu un procès, le client a gagné, d'accord. Là, vous avez la banque postale qui fait la même chose, qui prend l'argent d'un retraité. Au lieu de lui envoyer un courrier, monsieur, on voudrait savoir si vous êtes vivant, éventuellement, bon, ça aurait été plus élégant. Non, ils ont vu qu'il n'y avait pas eu de mouvement, ils lui ont tout pris.
monsieur, le mec il découvre ça uniquement parce qu'il est allé. Vous avez le truc. Donc vous voyez que les grandes fraudes des banques de genre JP Morgan, maintenant c'est au niveau des banques pourries comme la Banque Postale. Elles en sont là, à voler l'argent des retraités. C'est gravissime. Ça vous montre l'état de la faillite du système bancaire français. Il y avait eu même l'exemple, là, si je ne me trompe pas, du boulanger où il restait encore un solde à payer dans ses cotisations de quelques centimes. Je pense que c'était à la concurrence de 20 centimes. Et même la banque a essayé de le mettre en demeure pour ces 20 centimes. J'ai pas suivi ce coup-là, mais à mon avis, ça leur a coûté plus cher en lettres recommandées à envoyer. C'est ce qu'il leur a dit en plus. Non, mais non, mais attendez. Ça, c'est très important. Je le rappelle parce que je pense que je l'ai pas suffisamment développé dans le livre Blight Masters. L'avantage, le grand génie de Blight Masters, justement, et de tous ceux qui l'ont aidé ou corroboré, c'est de montrer qu'une dette, en fait, rentrait dans les actifs. Alors qu'auparavant, le banquier de vos grands-parents, pour une dette, c'était caca. C'était hyper risqué. C'était une dette, c'était tout de suite, on mettait ça dans des comptes à part. Voilà. La grande avance, je crois que c'est Joel Stern de la Citibank en 1982 ou 83 qui a montré par toute une série de démonstrations mathématiques, blabla, qu'en fait, toute dette pouvait être transformée je vous la fais simple, était monétisable et pouvait vous rapporter de l'argent. Et c'est ça qui a changé la donne. C'est ça qui a changé la donne. Et à partir de là, ce ne fut que produits dérivés, produits crédits synthétiques, jusqu'à la débauche absolue, où les mecs, ils allaient, où ils prêtaient ils prêtaient genre 400 000 $ ou 500 000 $ à une dame de 80 ans pour qu'elle s'achète un appartement. Il lui filait un prêt sur 20 ans. Juste parce qu'il refilait le risque du prêt aux retraités allemands. Enfin, aux caisses de retraite allemandes, pardon. Vous voyez ? Ils en sont arrivés là. C'était de l'escroquerie pure. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est le résultat de cette folie qui part d'un seul mec qui s'appelle Stern, qui a montré que la dette pouvait rapporter de l'argent. Et qu'au lieu de le voir comme quelque chose de sale, de caca, de ne pas en tenir compte, vous voyez, de le mettre dans des comptes défaillants, au contraire, on pouvait le mettre d'une certaine façon, c'est une richesse. C'est une nouvelle richesse. Voilà. Et ça, cela dit, bon, je le développe vraiment mais j'aurais dû peut-être ajouter 20 ou 30 lignes ou peut-être une page de plus sur Stern. Voilà, c'est tout. Donc vous rêvez d'une banque qui prendrait le retour au Standard Or et qui, c'est pas... Mais attendez, dans la banque de Gaulle, elle était au Standard Or. C'était Bretton Woods. C'était le Standard Or indirect. D'où les 30 glorieuses. C'est ce que j'ai dit dans l'interview précédente au Cercle des volontaires. Les 30 glorieuses, il y a or dedans. Toutes les emmerdes ont commencé à partir du moment où les États-Unis ont fait un défaut de paiement en lingots d'or, en 71. À partir du moment où, comme par hasard, vous avez eu d'un seul coup, il n'y a plus de pétrole, comme par hasard, les Arabes se sont révoltés, ils ont pris tout ça a été organisé. Parce que les Américains voulaient remplacer l'or par quelque chose qu'ils n'avaient pas, le pétrole. Mais ils ont trouvé le moyen en disant, voilà, il y a le pétrole, bon, c'est pas... mais vous ne pouvez l'acheter que si vous avez des dollars à nous. D'accord ? C'est tout. C'est une façon de... Et celui qui a trahi l'Europe en particulier, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Et son banquier central de l'époque. Ça date des accords de... toute cette période après le défaut de paiement des Américains en 71. Je crois que c'est les accords de Jamaïque, ou je ne sais plus... il y avait Gerald Ford, il y avait Giscard d'Estaing. Ils se sont mis au soleil, etc. Ils ont dû faire venir, j'en sais rien, je dis, pas dire des conneries, mais, bref. En tout cas, Giscard d'Estaing a signé à deux mains, alors que les Américains étaient terrorisés à l'idée que les Français refusent les dollars, justement, et qu'ils exigent un paiement en or. Ou qu'ils exigent une nouvelle monnaie référentielle. Vous avez tous les dossiers dans le livre. Notamment dans le livre la loi du 3 janvier 1973. Entre autres, oui, également. 73 ici. Voilà, également enquête sur la loi du 3 janvier, voilà, absolument.
Et justement, alors pour se protéger de tous nos politiciens et banquiers, on va dire, traîtres envers le peuple, qu'est-ce que vous conseillez justement pour ceux qui vous écoutent et comment se préparer à cette crise, comment... C'est même pas se préparer là. Je veux dire, parce que tous les lecteurs que j'ai vus aujourd'hui ont posé la même question que vous. Et tous les lecteurs que je vois dans le Tour de France, bon, même ils suivent. Hein, vous savez très bien que j'ai toujours dit d'abord la maison, le potager, le puits, machin, etc. Donc là, à partir du moment où vous avez ça, déjà vous êtes bien paré. Mais indépendamment de ça, il faut leur faire la guerre. Max Kaiser avait lancé ça déjà il y a 3-4 ans. Il a dit achetez une pièce d'argent, une seule, hein, et vous faites tomber la JP Morgan. Et ça a tellement bien réussi que ça a foutu un bordel pas possible au sein de la JP Morgan, et ça a fait monter les cours de l'argent métal d'une façon dramatique. Il faut que vous compreniez, c'est ce que j'ai dit au lecteur cet après-midi, que si vous achetez une seule pièce d'argent, hein, en Belgique vous en avez très jolie, vous avez même la Maple Leaf canadienne qui est très sympathique également, ça coûte, je ne sais plus, 17, 20 euros, peu importe. Vous achetez juste une pièce, 20, hein, ça vous coûte 20 euros. Eh bien, à votre banquier, ça va lui creuser 2000 euros de dette en plus, de son déficit. Parce que entre l'argent physique qu'il n'a pas, et en plus les produits dérivés, plus les positions à terme, etc., ça fait grosso modo 2000 euros. C'est une discussion que j'avais eue à l'époque avec Max et James Turk également, qui me disaient grosso modo la même chose. Une pièce, vous achetez une pièce et vous creusez, vous rajoutez 2000 euros. Vous imaginez? Alors bon, c'est peut-être pas grand-chose 2000 euros, mais je veux dire, la vidéo avec le cercle des volontaires, la précédente, elle a fait, on a dépassé, je crois, les 70 000, ce qui est vraiment extraordinaire. Je les remercie d'ailleurs. 70. Voilà, je les remercie vraiment très sincèrement. En plus, c'est une excellente interview parce que le mec, il avait lu le bouquin de A à Z et il avait vraiment bien préparé son. Enfin, on sentait que, vous voyez, il était à fond. Non, mais il était à fond dedans, quoi. Ça l'avait bouleversé surtout. Hein, ça l'avait bouleversé. Donc, vous imaginez 70 000 personnes qui achètent une pièce d'or. Hein, vous multipliez 70 000 par 2000 déjà. Hein, ben, ça commence rien que pour la France déjà. Vous faites monter la pression. Vous faites monter la pression. Et la JP Morgan a des positions absolument invraisemblables sur l'argent. Moi, je le vois tous les matins. Ils arrivent, ils ouvrent les lumières, ils arrivent le matin au bureau ou au moment où la bourse de Tokyo ouvre, hein, et on voit les ordres qui arrivent, quoi, tout de suite. Plus le temps passe et plus ça devient explosif. Voilà. Et donc, plus vous achetez de pièces, et plus vous participez à ce truc. Même une pièce. Dites-vous bien, si vous mettez juste une pièce, vous leur mettez 2 baffes dans la gueule. Quoi. Non, mais sérieusement, hein, je suis très sérieux. Très important, surtout, vous précisez d'acheter chez un spécialiste. Et en plus de... Surtout pas à votre banque, alors là, déconnez pas. Hein. Surtout pas à votre banque. Hein. Vous achetez une pièce de 20 euros, le mec, il va vous prendre 15 euros de commission. Hein. Non, déconnez pas. Hein. Non, franchement, non. C'est ça, assurer sa maison. Voilà, je ne sais pas à Bruxelles quelle est la rue. À Paris, je sais que c'est la rue Vivienne. Dans chaque ville de France, vous avez toujours un vendeur d'or qui est là, ou enfin de pièces d'or, etc. Vous en achetez une, ou alors profitez d'un passage à Paris ou à Bruxelles ou en Suisse, n'importe où. Vous achetez une ou plusieurs pièces. Je dis même aux gens qui n'ont pas, achetez-vous au moins une pièce, ne serait-ce que la Maple Leaf, tellement elle est jolie. Vous savez, moi, quand j'étais môme, quand j'avais des bonnes notes, hein, je recevais, enfin mon oncle, je me souviens, parce que c'était, lui il était vraiment très, et chaque fois que, je sais pas, mais j'étais pas le seul, parce que mes copains également, hein, on nous donnait une pièce d'argent, hein, c'était la 10 francs Hercule. Hein, et pour les communions, les premières communions, hein, la tante Louise, l'oncle, hein, on avait la fameuse, le Napoléon, hein, ou le Louis d'or, on appelait ça le Louis d'or. On glissait le louis d'or dans une enveloppe pour la première communion. Louis d'or pour chaque bonne note quand même. Non. En général, c'était vraiment, vous savez, après un trimestre vraiment lamentable, s'il y avait vraiment des sacrés progrès, voilà. Mais si vous voulez, c'était dans les habitudes dans les années 70. C'est ça que je veux vous montrer. Parce que vous êtes jeune, vous n'avez pas connu ça. Vous êtes de l'ère papier pur, monnaie de singe. Vous êtes la génération, hein, Assigna,
assignat du XXe siècle, quoi. Vous voyez, vous n'avez pas connu ça. Toute ma génération a connu ça. Toute. Il n'y a même pas à discuter. Et comment être sûr alors justement qu'on achète bien de l'or de bonne qualité ou de l'argent de bonne qualité chez le spécialiste? Vous savez, d'abord les Maple Leaf, je veux dire, personne ne va s'emmerder à faire des fausses pièces d'argent, hein, ça vaut pas le coup. Hein. En ce qui concerne les pièces d'or, c'est un peu pareil. Là où ils vont éventuellement s'emmerder, mais il faut une sacrée technologie pour faire des fausses pièces. Alors bien sûr, vous allez trouver, si vous voulez vraiment faire des efforts. Non, il faut aller chez un spécialiste installé depuis je ne sais pas combien d'années. Exemple, à Paris, vous avez la maison qui est hyper connue, c'est Joubert, hein, qui est là depuis 3-4 générations. Hein, je veux dire, c'est la maison phare, hein, qui est là. Vous en avez d'autres, hein, mais celle-ci est une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, par exemple. Hein. Là, vous êtes sûr que vous avez... Et en plus, eux, ils ont je ne sais plus quel outillage, par exemple, pour détecter si un lingot est fourré à la pralinée ou pas, éventuellement. Hein, voilà. On peut faire des réserves de nourriture, ne serait-ce qu'un mois ou... Oui, moi, je suis pas dans le trip survivaliste. Alors, Non, ouais, c'est pas forcément du survivalisme, du tout. mais c'est au moins du stress. Mais j'ai une provision chez moi de soupe Knorr instantanée. J'ai de quoi tenir un mois, en effet. Voilà, Mais c'est surtout dû à mon emploi du temps, oui. J'ai pas le temps de faire les courses. c'est assez, comment dire, c'est pas forcément simple de savoir comment se préparer. Et quand on lit votre bouquin 666, on mesure quand même les conséquences. Attendez, les Argentins ont vécu ça en 2001, ils sont pas morts. D'accord ? Faut arrêter avec ce. Il y a une espèce de blaireau là qui dit oui, il faut faire machin. Non mais ça va. Attends, ce genre d'effondrement financier, les Argentins l'ont vécu, les Serbes l'ont vécu, les Hongrois l'ont vécu. Dans les pays africains, je vous en parle même pas. Vous savez, il y a un système D qui se met en place immédiatement. En Grèce, c'est le cas. Hein, il y a un système D qui s'est mis en place. Hein, vous le verrez. Et que dire de la France d'après 1789 hein, vous êtes là, hein, ça veut dire que vos ancêtres ont survécu et qu'ils se sont reproduits. Hein. Bah oui, hein, ils ne sont pas morts. Hein. Et à l'époque, ils n'avaient pas de guide de survivaliste, vous savez, dans un bunker avec le fusil. Non, c'est ridicule. Vous ne pouvez survivre justement que grâce au groupe, pas en vous isolant. C'est surtout ça que j'ai. Bah voilà, bah, bien sûr. Nouer des contacts avec un médecin. Moi, ça me fait toujours rire. C'est une parenthèse, hein. Mais ça me fait toujours marrer quand des mecs de 120 kilos vous parlent de survivalisme alors qu'ils ne seraient même pas foutus de courir 20 mètres sans être essoufflés, quoi. Ça me fait rire. Mais bon, ceci est une autre histoire. Eh bien, merci, monsieur Jovanovic. Merci à vous. Donc, et merci à vous deux. Vous avez quelques infos à communiquer concernant vos prochaines dates de... Ah bah vous avez les dates sur... Enfin, c'est surtout en France, après Bruxelles. Hein. Là, je rencontre les lecteurs et qui me disent tous qu'ils ont pu sauver, effectivement, leur épargne grâce à cette revue de presse qu'ils suivent pour beaucoup depuis 2008 et pour une autre partie depuis 2010. Et pour toute on va dire 10-20% depuis, grosso modo, 2013. C'est là où ils se sont rendus compte que les politiques leur ont raconté tellement de conneries. Ils avaient beau avoir sauvé l'euro 20 fois de suite, la Grèce revient sur la table tous les 9 mois. Hein, voilà. Eh bien, bonne nuit à côté de du Parlement européen, voilà. C'est un cousin de la bête, hein, mais ils sont très proches. Hein. Et on vous remercie pour l'interview. Mais c'est moi qui vous remercie. Et merci au Cercle des Volontaires à nouveau pour cet formidable accueil qu'ils m'ont fait au mois d'octobre avec la sortie du livre. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.